Salut la machine, j'espère que tu es au top dans cette vidéo. On va continuer à parler d'énergie, mais ce coup-ci on va parler d'énergie et d'environnement. Donc on va commencer par ce qui nous permet d'avoir de l'énergie électrique, donc les centrales thermiques, du transport et du stockage des différentes énergies. On parlera de fission et de fusion pour voir ce qui est le plus intéressant et on finira sur les problèmes environnementaux. Donc c'est parti. On parle d'énergie d'environnement et donc forcément on va parler d'énergie qui vient de l'électricité, puisque c'est celle qu'on consomme le plus naturellement. Et donc l'électricité elle vient des centrales thermiques. Les centrales thermiques ce sont les centrales qui nous permettent d'avoir à l'heure actuelle de l'électricité en grande majorité. Alors toutes les centrales thermiques ont le même fonctionnement en fait. La seule chose qui change, c'est le combustible. Donc on a des centrales thermiques au fioul, au charbon, au pétrole, au gaz, à l'essence, au kérosène, peu importe, le pétrole, ça fait l'affaire. Ou même à l'uranium, puisqu'une centrale à l'uranium, c'est une centrale dite thermonucléaire, donc thermique et nucléaire à la fois. Donc le fonctionnement d'une centrale thermique, il est assez simple. Enfin assez simple, on s'entend bien sûr. On a d'abord ici une chaudière. C'est dans cette chaudière en fait qu'on fait chauffer, ou qu'on brûle ou qu'on utilise l'uranium pour créer de la chaleur. Et en fait cette chaleur va être transmise à un circuit d'eau. Donc c'est un circuit d'eau. Alors circuit d'eau, je ne sais plus si c'est le primaire ou le secondaire, il me semble que c'est le primaire. Donc un circuit d'eau dans lequel circule de l'eau qui va être chauffée au contact de la chaudière et être transformée sous forme de vapeur. J'ai mis des petits points de gris pour faire comme si c'était la vapeur. Cette vapeur en fait en mouvement, elle va entraîner une turbine. Et puis la vapeur, elle va continuer son chemin, être au contact d'un autre circuit d'eau qui lui est le circuit secondaire. Ce circuit secondaire, lui, va refroidir la vapeur d'eau, la retransformer en eau, qui, elle, va continuer son chemin, et puis redevenir de la vapeur d'eau, entraîner encore la turbine. Donc voilà, c'est une boucle ici à ce niveau-là. Ce circuit secondaire, en fait, on utilise de l'eau qu'on va pomper dans une rivière proche, ou un lac, ou même carrément l'océan. Ce circuit donc secondaire, il est alimenté en eau froide, et on rejette de l'eau chaude dedans. Ce qui n'est pas forcément sans conséquence. La turbine, elle, du coup, on revient à ce qui nous intéresse. Donc la turbine est actionnée par la vapeur d'eau et cette turbine va entraîner un alternateur qui, ça c'est un problème magnétique, c'est l'électromagnétisme, va créer un courant électrique. Voilà. Donc ça, j'ai fait des petits éclairs, comme si c'était flash, mais c'est notre courant électrique qu'on va envoyer donc dans le système d'électricité du pays, de la région, voire peut-être à plus grande échelle, puisqu'on revend l'électricité aux pays étrangers parfois. Donc voilà comment ça fonctionne une centrale thermique. Et en fait, le seul changement, il va être là, au niveau de la chaudière, c'est-à-dire que soit c'est de l'uranium qui est fusionné, soit c'est du pétrole, du gaz, du charbon, on peut avoir de la biomasse qui est brûlée pour pouvoir chauffer cette eau et la transformer sous forme de vapeur. Ce qu'il faut savoir faire, et c'est très très important, c'est savoir faire une chaîne énergétique. C'est-à-dire qu'à partir de cela, ce qu'on peut vous demander, ça va plutôt être de faire une chaîne énergétique, c'est-à-dire juste considérer un endroit, un système de conversion, donc du coup, qui va être considéré pour pouvoir symboliser, schématiser, rendre la chose plus simple, pour pouvoir être compris assez facilement par tout le monde. Donc une chaîne énergétique, en général, on met donc dans des rectangles la forme d'énergie utilisée et dans des cercles donc le système de conversion d'énergie. Alors on va se faire un petit exemple. Si on prend par exemple notre turbine qui est ici, l'énergie qui arrive ici, c'est la vapeur. Alors la vapeur, c'est pas la vapeur qui va faire fonctionner la turbine, donc je vous laisse tout le monde en visu. C'est pas la vapeur qui fait fonctionner la turbine, c'est le mouvement de la vapeur. Donc si c'est un mouvement, c'est une énergie qui est mécanique. Alors E pour énergie, et je rajoute mécanique. Cette énergie mécanique va faire tourner la turbine, et donc du coup c'est la turbine qui tourne et qui va entraîner donc la rotation de l'alternateur. Mais donc du coup l'énergie qui en ressort, étant donné que c'est encore un mouvement, c'est encore de l'énergie mécanique, mais sous une forme différente, puisqu'on avait une énergie mécanique d'un mouvement qui était plutôt linéaire, en ligne droite, vers une énergie donc de rotation de turbine. Et on a en même temps, donc, souvent on met des petites flèches comme ça, pour dire qu'on a un petit peu de perte en énergie thermique. Ça, c'est les frottements, c'est l'échauffement de la turbine qui n'est pas utilisé, qui donc du coup est de la perte. Voilà.
Alors vos camarades de S, eux, voient ce qu'on appelle un rendement, c'est-à-dire calculer le rapport entre l'énergie qui est utile et l'énergie qui est entrée, et voir si le rendement est plus élevé ou plus faible que 50%, ou même qu'une valeur beaucoup plus haute, bien sûr. Donc cette énergie, une fois qu'on l'a produite, ce qui est important, ça serait pouvoir la transporter, voire même de pouvoir stocker l'énergie qu'on a créée, ou l'énergie de base qu'on a convertie, parce qu'on ne va pas brûler tout le pétrole d'un coup, ou fissionner tout l'uranium d'un coup. Le transport, donc, du coup, et le stockage, c'est une part assez importante. Alors, on va s'attarder aux deux formes, c'est-à-dire que soit on va transporter ou stocker l'énergie électrique elle-même, soit on va transporter ou stocker la matière première, puisque c'est aussi une forme d'énergie, bien sûr. C'est même cette matière première-là qu'on transforme en énergie électrique. Alors, pour le transport de l'énergie électrique, on utilise ce qu'on appelle des câbles à très haute tension. Alors, on fait augmenter la tension à des niveaux très élevés, hein, on est sur l'ordre du kilovolt, donc du millier de volts, voire plus. Et donc la très haute tension, c'est ce qui nous permet donc du coup de transporter l'électricité sans trop de pertes. Parce que si on augmente la tension, on fait diminuer l'ampérage, et du coup ça nous permet de transporter avec moins de pertes possibles par effet Joule. De l'autre côté, les matières premières, on peut les transporter de mille et une manières en fait, puisqu'on peut le faire par bateau, par camion, par train, à pied, hein, si vous voulez, hein, si c'est pas trop lourd, hein, imaginons du bois, hein, ça peut se transporter à pied, si on y va et qu'on prend bien son temps, etc., etc. Donc ça, c'est tous les modes de transport qui sont possibles, bien sûr. Pour le stockage, c'est plus compliqué, parce que l'énergie électrique, on ne peut pas la stocker. C'est impossible de stocker de l'énergie électrique à l'heure actuelle. On ne peut pas avoir un endroit où on dit là-dedans, il y a je ne sais combien de joules d'énergie électrique. Ce n'est pas possible. Donc on ne stocke pas l'énergie électrique, et c'est un vrai problème. Donc le seul moyen qu'on a de stocker de l'énergie, c'est de stocker la matière première. Donc si on stocke la matière première sous forme chimique, par exemple, ce sont les fameuses piles. On peut aussi avoir des réservoirs, ça c'est assez évident, hein, pour tout ce qui est pétrole, charbon, gaz, etc. On utilise des réservoirs très simples. Et enfin, une autre manière donc, de stocker la matière première, ce sont les barrages. Puisque un barrage, c'est de l'eau qui est stockée derrière un mur, en quelque sorte, qu'on peut libérer un peu quand on veut, en fait, surtout un peu quand on en a besoin. Donc le barrage, et c'est aussi ce qui est utilisé dans ce qu'on appelle les STEP, c'est-à-dire les stations de transfert d'énergie par pompage. On pompe de l'eau à un niveau inférieur, donc je vous fais un petit schéma très rapidement en fait. Donc on a un bassin en haut, un bassin en bas, et puis quand on a beaucoup trop d'électricité, donc là on pompe l'eau pour l'envoyer en haut, et puis quand on a besoin d'électricité, on vide le réservoir d'en haut dans le réservoir d'en bas pour envoyer donc de l'énergie, tout simplement. Donc en gros, on stocke notre matière première qui est l'eau, et on se permet de temps en temps re-remplir le réservoir du haut pour quand on en aura besoin le vider. Donc ça peut se faire, et ça se fait dans certains endroits où on remplit le réservoir du haut grâce à un surplus d'énergie électrique qu'on a sur des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, et puis de l'autre côté, après on déverse la nuit quand on n'a pas de vent ou quand on n'a pas de soleil évidemment. Et bien justement, on parle aussi de stockage, bien sûr, pour tout ce qui est matière nucléaire, hein. Donc là, on est dans les réservoirs, hein, mais on peut tout avoir dans les réservoirs, y compris donc de l'uranium. Et puisqu'on parle d'uranium, parlons donc fission et fusion. Les deux se ressemblent, mais les deux ne sont pas du tout les mêmes. Alors, la fission, c'est ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est ce qu'on arrive à maîtriser, c'est la bombe atomique. Mais la bombe atomique, c'est aussi les centrales nucléaires. Donc, le principe de la fission, c'est qu'on a donc un gros noyau qu'on va casser pour former deux ou plus, de plus petits noyaux. Et surtout, avec ça, on va dégager beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'énergie. Et puis cette énergie, en général, c'est de la chaleur sous forme thermique. Ce qui se passe lors d'une bombe atomique, hein. Il y a le souffle, mais il y a surtout la chaleur, en fait. De l'autre côté, donc, ça, c'est la fission. On maîtrise très bien. Le gros noyau, en général, c'est de l'uranium, mais on peut utiliser aussi du polonium, du plutonium, etc. Et on va former deux ou plus de plus petits noyaux qui sont, eux, parfois un petit peu méchants, hein, un petit peu radioactifs. Et donc, du coup, il va falloir qu'on se débrouille pour se débarrasser d'eux, ou pouvoir au moins les planquer pour qu'ils embêtent personne. De l'autre côté, en fait, on a l'inverse.
la fusion. La fusion, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre étoile, le Soleil. C'est en permanence la fusion, en fait. Et la fusion, le principe est beaucoup plus évident. En fait, c'est l'inverse de la fission. La fusion, c'est ce qu'on a, par exemple, quand on voit dans Dragon Ball Z, quand ils sont deux à fusionner pour n'en faire qu'un. Ben, la fusion, c'est deux petits noyaux qui vont donner donc un plus gros noyau. Et ça libère beaucoup d'énergie. Et même encore plus que la fission. Donc plus en énergie. C'est ce qu'il y a dans une bombe H. Et ça libère beaucoup plus d'énergie que donc une bombe atomique. Mais c'est beaucoup plus dur à maîtriser. À l'heure actuelle, on n'arrive pas à maîtriser la fusion. C'est un vrai problème et c'est un vrai espoir par contre. Parce que l'énergie libérée est énorme. Les gros noyaux sont pas du tout radioactifs. Donc c'est propre. Donc ça, on peut vraiment dire que l'avantage qu'il y a, c'est que c'est propre. Les déchets ne sont pas dangereux. Les petits noyaux, en général, c'est de l'hydrogène. C'est de l'hydrogène. Et puis, le gros noyau qui est formé, c'est de l'hélium. Donc ça n'a rien de dangereux. Mais malheureusement, on ne maîtrise pas encore la fusion. On essaye, on a pas mal de projets dessus, mais c'est pas encore très concluant. Et comme on ne maîtrise pas la fusion, on est obligé d'utiliser encore le pétrole, le charbon et l'uranium, ce qui pose quelques problèmes environnementaux. Alors, les problèmes environnementaux, en fait, ils sont plusieurs. Déjà, le fait qu'on utilise des ressources fossiles, ça libère du CO2 dans l'atmosphère. Et le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Alors, l'effet de serre, il faut faire attention, L'effet de serre, c'est totalement naturel et c'est même vital. Sans effet de serre, il ferait beaucoup plus froid sur Terre et la vie n'aurait pas pu se développer en fait. C'est parce qu'il n'y a pas d'effet de serre que sur Mars, il n'y a pas ou plus, on ne sait pas encore, de vie. Alors l'effet de serre, c'est naturel, c'est-à-dire que si on a un effet de serre normal, on a de la chaleur qui nous arrive donc depuis le Soleil, qui arrive au niveau du sol et puis qui est réémise par le sol. Voilà. Et cette chaleur-là qui est réémise par le sol, quand elle arrive sur la haute atmosphère, il y a une partie qui passe à travers quand même, et puis on a en général une bonne partie qui passe à travers, et une partie donc qui est capturée par l'atmosphère et qui revient au sol. Ça, c'est l'effet de serre normal. Et jusque-là, ça nous permet d'avoir une bonne température au niveau du sol. L'effet de serre accentué, c'est que cette énergie donc, qui arrive du soleil, elle est toujours réémise par le sol, toujours pas un problème, mais au lieu d'avoir, dans notre cas-là, deux traits qui sortent de l'atmosphère et un qui revient, là, ce coup-ci, on en aura carrément deux qui vont revenir, par exemple. Alors, c'est pas quantitatif à ce point-là. Et donc, du coup, la température augmente. Et en plus, c'est un effet boule de neige, c'est un phénomène d'emballement. Surtout que cette atmosphère, donc, qui a un effet de serre de plus en plus violent, nous retient encore plus de chaleur. Et on continue encore à produire de gaz à effet de serre, ce qui va accélérer un petit peu le processus. Donc ça, c'est le problème qu'on a avec les ressources fossiles. Donc le seul moyen qu'on aurait de contrer la chose, ça serait déjà de limiter notre émission de gaz à effet de serre, au pluriel, parce qu'en fait, il n'y a pas que le CO2. Et puis après, prier pour que ça se refroidisse un peu tout seul, quoi. De l'autre côté, les ressources fissiles, donc l'uranium, le polonium, le plutonium principalement, elles émettent des déchets radioactifs. Alors, pour revenir à ce qu'on avait vu sur la fission et la fusion, c'est un peu plus haut, on voyait que ça émettait 2 ou plus de petits noyaux, et en fait, ces plus petits noyaux sont malheureusement radioactifs. Alors, radioactifs, ça veut dire qu'en fait, ils émettent des rayonnements dangereux lors de la désintégration. Donc, malheureusement, ces déchets, qui sont en fait juste des atomes, sont dangereux pour la vie, puisqu'en fait, ces désintégrations provoquent des rayonnements qui peuvent casser nos cellules, casser nos gènes. Alors, le problème qu'on a avec ces déchets radioactifs de ressources fissiles, c'est que cette désintégration, en fait, elle dure longtemps. Et elle dure tellement longtemps qu'on parle donc de demi-vie. Donc une demi-vie, par exemple, pour les déchets radioactifs de l'uranium, la demi-vie, elle est de l'ordre du million, voire du milliard d'années. Alors qu'est-ce que c'est que la demi-vie ? Pour vous donner un petit exemple, pour vous l'amener gentiment, si à l'instant T, donc en fait au début, on a N noyaux radioactifs, donc N atomes radioactifs, au bout d'une demi-vie, il nous en reste N sur 2. Au bout de 2 demi-vies, il va nous en rester N sur 4. Au bout de 3 demi-vies, il va nous en rester N sur 8.
n sur 16 pour 4 demi-vies et n sur 32 pour 5 demi-vies. Traduction, en mathématiques plus courantes, ici nous en reste 50%, ici on est encore radioactif à 25%, ici on est radioactif à 12% à peu près, à 6%, et enfin on finit à peu près à 3%. Alors je mets à peu près quand c'est à peu près. Ce qui veut dire que si 1 million d'années c'est le temps mis pour une demi-vie, nos déchets radioactifs sont encore dangereux à 50% pendant au moins 1 million d'années. C'est énorme puisque nous, ça fait même pas 1 million d'années qu'on existe. Donc la demi-vie, en fait, c'est la durée au bout de laquelle la radioactivité ou l'activité de laquelle il y a 2 fois moins de radioactivité. Mais c'est long. Ça veut dire que si c'est 1 million d'années, par exemple, pour un déchet radioactif de l'uranium, il faudrait attendre donc 5 millions d'années pour attendre d'avoir que 3% de la radioactivité de départ. Et là, ça pourrait être vivable. Même si à 6 ou 12%, ça peut être vivable, mais bon, vous ne voyez pas attendre 3 millions d'années avec votre déchet radioactif dans la poche. Donc, voilà pour ce qui est de l'énergie et l'environnement pour les LES. Et je vous souhaite bon courage.